Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 86e épisode du Lifestyle Décodeur. Bon là on va parler du beef entre Gucci Mane et Young Jeezy. J'étais obligé de le faire en LSD. La semaine dernière, on a eu le droit à l'un des plus grands moments de l'histoire du hip-hop récente. Alors pour moi personnellement, c'est l'un des plus grands moments de l'histoire du hip-hop tout court, ok? Ça ne regarde que moi. Deux des trois pionniers de la trap music, j'ai nommé Young Jeezy et Gucci Mane, se sont affrontés dans une bataille de hits via les Versus, la compétition organisée par Swizz Beatz et Timbaland. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Versus en fait, c'est une compétition où des artistes de la même catégorie, qui ont brillé à la même époque et qui souvent étaient des rivaux, s'affrontent hit par hit sur des rounds, il y en a 20 et à la fin, le public désigne plus ou moins un gagnant. Mais l'idée pour les Versus, c'est de dire que c'est une célébration des hits de ces artistes-là, donc la compétition ne va pas désigner un gagnant. Mais les gens en général vont désigner un gagnant parce que c'est toujours plus fun de prendre parti et ensuite de voir des fans s'affronter un petit peu. Voilà. Et dans leur cas, c'était pas simplement une rivalité, c'était un véritable beef. Ça faisait 15 ans que ça durait. Ce type de rivalité, c'est les rivalités historiques, tu vois. C'est un petit peu comme Adidas contre Nike, Naruto contre Sasuke, JB contre Uehara. Mais justement, ce qui est beau, c'est que les deux ont réussi à mettre leur conflit de côté pour nous proposer un show exceptionnel, en plus d'une fin iconique. Les gens ont beaucoup parlé aussi d'une réconciliation, de la fin d'un beef. C'est des choses dont on va parler. Dans un premier temps, je vais vous faire l'historique de cette guerre. Comment ça a commencé, pourquoi, les périodes les plus chaudes. Et dans une seconde partie, on va revenir sur ce Versus. Je vais vous dire pour moi qui a gagné, mais aussi quelles leçons on peut tirer de cet affrontement. Quel message ils ont voulu renvoyer. En particulier, l'un des deux a voulu renvoyer un message. Avant de commencer, il faut que je te parle de ça. Sur Iconic Market, c'est le Black Friday. Tous les produits de la collection sont disponibles à moins de 50% avec le code de réduction Major Black Friday. C'est l'occasion pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se procurer une pièce de la collection de le faire, que ce soit un hoodie, un t-shirt, peu importe. Les quantités sont déjà bien réduites, donc n'attends pas trop pour te faire plaisir, sachant qu'après ça, je ne referai plus ces produits. Je pense que ça peut faire un excellent cadeau de Noël, un hoodie brodé Iconic, un long tee. Bon, je dis ça, je ne dis rien. Donc voilà, le code de réduction et le lien de la boutique sont disponibles en description. Bon, avant de te parler de la trap music, il est important que je te parle de Atlanta avant que ces deux artistes arrivent. Alors Atlanta, c'était pas du tout le Atlanta qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le Atlanta avec la musique ghetto, trap, etc. Non, pas du tout. Atlanta se différenciait justement par sa musique beaucoup plus festive, joyeuse. Il y avait beaucoup d'artistes R&B qui venaient de là, notamment Usher qui avait explosé. Tu avais Jermaine Dupri qui avait sorti pas mal d'artistes. C'était pas des artistes dans le gangster rap. Il y avait aussi Ludacris qui était l'artiste qui représentait vraiment la ville. C'était vraiment le rappeur numéro 1 à Atlanta. Bien sûr, il y avait Outkast aussi qui dominait. Bon, eux, ça faisait déjà un petit moment qu'ils étaient là. Mais globalement, la musique qui sortait de Atlanta, c'était une musique qui était plutôt positive, festive pour les strip clubs, de la musique fun. Ludacris, tu regardes ses anciens clips, c'était des clips plutôt fun où on le voyait avec une grosse tête, des grosses chaussures, etc. C'était quelqu'un plutôt de rigolo. Globalement, ce qui marchait, c'était pas du tout la musique qu'on avait aujourd'hui. Mais justement, cette particularité-là d'Atlanta, c'est ce qui leur a permis de se démarquer de New York et de la Californie, qui était justement rongée par les embrouilles, par le côté gangster rap, qui empêchait les artistes des deux côtes de collaborer entre eux. Mais Atlanta n'avait pas ce problème-là, et ça vient de cette époque-là. C'était une époque où tout le monde savait collaborer, tout le monde savait travailler, les gens n'hésitaient pas à récupérer des choses qui étaient cool à gauche, à droite, pour créer quelque chose d'encore plus grand. Le seul artiste qui est arrivé dans cette période-là, qui représentait plus le gangster rap et qui venait d'Atlanta, c'était T.I. Il est arrivé en 2001 et c'était vraiment le seul artiste mainstream venant de la ville à avoir apporté ce côté street. Et c'est d'ailleurs lui le premier à avoir titré son album Trap Music. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il dit que c'est l'inventeur de la trap music. Mais aujourd'hui, si tu dois faire une montagne Rushmore de la trap, c'est T.I., Young Jeezy et Gucci Mane. Alors, souvent dans mes commentaires, j'ai des gens qui me parlent de 3-6 Mafia. Alors les gars, 3-6 Mafia et globalement Memphis a influencé la musique globale de Atlanta. C'est pas seulement la trap music, c'est le crunk, c'est tous les artistes qui étaient là-bas s'inspiraient énormément des artistes de Memphis. 3-6 Mafia n'a jamais défini sa musique comme étant de la trap music. Je le dis, c'est clair et net. Et si vous êtes en mesure de me montrer une seule interview où 3-6 Mafia dit « on fait de la trap music », franchement,
à ce moment-là, je me coucherais, je me dirais, ok, vous avez raison. Mais jusqu'alors, je n'ai jamais vu d'interview où 3 6 Mafia disait, on fait de la trap music. Ils ont influencé globalement ce style-là, mais ils n'ont pas inventé la trap music. Et le problème, c'est que nous, les Français, on regarde le rap américain avec un regard très français. C'est-à-dire que la trap music, c'est ce BPM, c'est ces choses-là. Tu vois, c'est ce côté un peu ingénieur qu'on a en France. Mais les Quinry, c'est pas ça. C'est une marque. Quand ils arrivent avec un nouveau style de musique, il y a une marque. Ça représente une ville, une marque. C'est comme la drill. Tu vois, ça représente une scène plus qu'un BPM ou des petits détails comme ça. Bien sûr, ça contribue à tout ça, mais pour revenir à 3 6 Mafia, ils ne font pas de la trap music, ok? Donc si tu vas à Atlanta et que tu dis que 3 6 Mafia fait de la trap music, ils diront non, ça a influencé la trap music, mais ce n'est pas de la trap music. Et donc T.I. c'était vraiment le seul à ce moment-là. Young Jeezy et Gucci Mane étaient les artistes qui ont vraiment fait passer ce style de musique à un autre niveau. Alors je vais vous présenter les deux rapidement. Tout d'abord, on a Young Jeezy. Alors il se fait remarquer réellement en 2003 lorsqu'il sort la mixtape Trap or Die. C'est une mixtape qui est hostée par DJ Drama et DJ Drama a une série de mixtapes qui s'appelle Gangsta Grills. Et lorsqu'il faisait une mixtape comme ça avec toi, ça voulait dire que tu étais official. Le projet allait tourner partout dans les strip clubs, dans la radio et tu allais exploser. Personnellement, c'est à ce moment-là que je découvre l'artiste et que je découvre aussi l'une des meilleures intros de tous les temps, l'intro de Trap or Die. Donc c'est pour dire à quel point cette intro, elle a marqué les gens et c'est d'ailleurs avec ça qu'il a commencé le versus et les gens sont devenus fous. Moi personnellement, j'ai chanté la chanson à tue-tête, je la connais par cœur, tu vois. Comme je te l'ai dit, c'est l'un des pionniers et c'est vraiment celui qui a popularisé en premier ce sound-là à l'échelle internationale. Alors déjà nationalement, il a porté la musique partout. Il avait une signature avec Diddy, il était dans un groupe qui s'appelait Boys in the Hood. D'ailleurs un collectif qui était très bon. C'était Jay-Z qui venait d'être président de Def Jam qui l'avait signé. Donc le gars en fait avait toute une machine derrière lui. Diddy d'un côté, Jay-Z de l'autre, intouchable. Sans parler de tous les soutiens qu'il avait dans la rue. Le gars avait tout. BMF, c'était un pote de Big Meech. Et donc dans les soirées d'Atlanta, il était toujours en présence de Meech, de tout Black Mafia Family. C'est eux qui l'ont aidé vraiment à financer sa carrière et à breaker dans Atlanta. D'ailleurs, il en a parlé dans le Versus. En 2003, 2004, 2005, il allait à Magic City dans tous les strip clubs d'Atlanta. Il donnait de l'argent au DJ, il jouait sa musique, c'était vraiment quelque chose de épique. Moi, je me rappelle personnellement, à cette époque-là, je me disais, putain, Atlanta, ça commence à changer. Young Jeezy, c'est un mec street, etc. Et les gens qui ont vécu cette époque-là, qui écoutaient déjà cette musique à ce moment-là, le savent très bien. Young Jeezy avait un impact qui était assez hors du commun. Et de l'autre côté, Gucci Mane. Alors Gucci Mane, c'était l'antithèse de Young Jeezy. C'est le rappeur indépendant à la mort, signé nulle part, avec une grosse street crédibilité. Alors Young Jeezy en avait aussi, mais Gucci Mane est vraiment un local de Atlanta. Il a vécu à Atlanta tandis que Young Jeezy vivait à 2 heures d'Atlanta, ce qui fait une différence énorme. Il a commencé à faire son trou dans l'underground, tout le monde le connaît et sa musique se démarque complètement. Contrairement à Young Jeezy qui fait une musique qui est beaucoup plus accessible à l'ensemble du public rap, Gucci Mane fait une musique qui est assez bizarre. Moi je me rappelle à l'époque, la popularité de Gucci Mane n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Gucci Mane c'était un artiste qui rappait vraiment lentement avec des beats qui étaient différents. Les gens n'arrivaient pas à comprendre son délire. Beaucoup de gens que je rencontrais à l'époque avec qui on parlait de musique te disaient que Gucci Mane c'était une musique un peu de drogué, tu vois, et c'est encore le cas, c'est franchement une musique de drogué, tu vois. On se disait mais Gucci c'est vraiment quelqu'un de chelou et c'est pour ça à mon avis que pour lui le mainstream a été très difficile avant longtemps. Gucci Mane n'a pas sorti un album vraiment mainstream qui a fonctionné avant les années 2010. Avant ça, c'était vraiment la rue, les gens vraiment authentiques qui l'écoutaient. Et même aux US, c'était difficile. New York, LA, Gucci, c'était compliqué. Mais c'était un visionnaire en fait. Il avait juste de l'avance au final parce qu'il a influencé tout le sound au final. Bon, il n'était pas le seul comme je l'ai dit, mais c'est lui aujourd'hui qui a influencé 21 Savage, les Migos, Future, etc., etc. Mais justement, l'arrivée de ces deux artistes complètement différents vont faire qu'à un moment donné, le sound d'Atlanta va complètement changer. Alors ça va pas arriver tout de suite, mais ça va se faire progressivement. Plus ces artistes vont connaître le succès, plus leur sound va devenir populaire, plus des artistes similaires de la ville vont exploser et globalement d'autres artistes du sud vont émerger, dont par exemple Rick Ross. Alors le début de cette embrouille,
Ça commence avec le single So Icy en 2005. Young Jeezy est un artiste déjà signé chez Jay-Z, donc il est déjà assez important et il a conscience que faire un featuring avec l'artiste underground le plus populaire de la ville va lui permettre de gagner encore en street crédibilité et le public d'Atlanta va encore un peu plus adhérer à sa musique. Et de son côté, Gucci Mane, avoir un artiste comme Young Jeezy qui a une exposition déjà internationale ne peut que être bénéfique pour lui. Donc les deux acceptent. Et donc ils font le morceau. Et d'ailleurs en termes de sonorité, ce morceau-là détonne complètement par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire parce que à la prod, il y a Zetoven. Et Zetoven, c'est un producteur qui vient de la Bay Area, donc il arrive avec un sound complètement différent. Donc les gars, lorsqu'ils posent sur le morceau, ne savent pas que ça va fonctionner comme ça a fonctionné. Et alors, grande surprise, ça a été un carton, un véritable hit. Et les deux gars se sont dit, wow, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là. Et donc ce morceau-là est un succès monumental. Mais il y a quelque chose d'important qui se passe aussi en 2005. C'est l'année de leur album solo respectif. Alors Young Jeezy va sortir son premier album qui est pour moi un album qui m'a marqué et qui a marqué beaucoup de gens, mais vraiment beaucoup de gens qui ont aimé la trap, c'est Let's Get It, Thug Motivation 101. Alors clairement, cet album-là a ouvert le marché de la trap dans toutes les États-Unis. Il arrivait avec des singles hyper populaires. 100 grand on my wrist, yeah, life sucks. The club dog, I'd rather count $1 million bucks. Mais aussi des morceaux qui sont devenus de véritables classiques, Go Crazy, Standing Ovation. C'était des morceaux en fait qui ont cartonné. Et à l'époque, lorsque tu regardais World Star Hip Hop ou encore les DVD de Young Jeezy, tu te rendais compte que même à New York, les mecs mettaient des t-shirts avec Young Jeezy. Et je me rappelle à l'époque, avec des potes, on se disait, tiens, c'est un truc de ouf. À New York, des mecs mettent des t-shirts de Young Jeezy, ça veut dire que c'est un artiste qui a vraiment une résonance national. C'était assez rare de voir ça. Parce que justement, ce côté street, ça marchait auprès des artistes locaux. C'est logique. C'est pour ça qu'ils pouvaient faire des featuring, par exemple, avec le Dipset, parce que c'était la même ADN au final. Des kickers, et en plus de ça, c'était la rue. Donc ce projet-là, c'est un projet qui a cartonné. Et moi, ce que j'aime surtout avec cette musique, c'est que c'est une musique hyper motivante. Tu vois, la musique de Young Jeezy, c'est une musique qui va te motiver. C'est une musique qui va te pousser à te lever, à aller chercher des sous, à faire des tractions, des choses comme ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a très bien dit pendant le versus. Young Jeezy, il te motive à aller chercher de l'argent et Gucci Mane fait de la musique plus pour te défoncer et pour faire la fête. Gucci Mane, lui aussi sortait son album cette année-là du nom de Trap House, un projet clairement avant-gardiste qui va influencer Atlanta jusqu'à aujourd'hui, hein, y a rien à dire. Il apporte une nouvelle vibe, comme je te l'expliquais, et justement Gucci Mane veut prendre le single So Icy et l'intégrer dans son album, ok? C'est ce qui était prévu apparemment. Et sauf que c'est à partir de là qu'il y a eu le conflit parce que de son côté, Young Jeezy voulait apparemment lui aussi le single dans son album. Et à partir de là, il y a eu un problème dans la communication. D'après Gucci Mane, Young Jeezy allait dans des radios faire des interviews où il envoyait des pics à Gucci Mane. Quand Gucci Mane l'invitait à performer le morceau sur scène pour faire la promotion justement de son album, Young Jeezy refusait de venir. On a su un peu plus tard qu'en fait, Young Jeezy avait eu une opération des amygdales, donc c'est ça qui l'empêchait de venir faire un live avec Gucci Mane. Mais tu connais, lorsqu'il y a un problème de communication comme ça, en général, les gens, ils finissent par s'embrouiller et c'est terminé. Et donc, quelques temps plus tard, Young Jeezy lance les hostilités officiellement en sortant sa première diss track contre Gucci Mane. C'est le morceau Stay Strapped. Il rappe sur l'instru de T.I. ASAP. Niggas talking all tough, steady hiding shit. Even his own mama know Roger Davis a bitch. Et à la fin du morceau, il fait quelque chose que je pense aujourd'hui il regrette, c'est de mettre à prix la tête de Gucci Mane. Il propose $10 000 à celui qui lui ramène la chaîne de Gucci. Mais ce qu'il faut savoir dans le rap américain, c'est que la chaîne, c'est symboliquement quelque chose de super important. Si quelqu'un te prend ta chaîne, c'est presque qu'il a pris ton honneur, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il demande la chaîne de Gucci. Et bien sûr, Gucci ne se laisse pas faire. Un mois plus tard, il répond avec le morceau Round 1. C'était la première fois que Atlanta avait un beef public que tout le monde connaissait. C'est vrai qu'il y avait une rivalité entre Ludacris et T.I., mais c'était pas du tout pareil. C'était juste une rivalité, c'était pas un beef, il n'y avait pas d'animosité. Et là, c'était la première vraie embrouille équivalente à Nas, Jay-Z par exemple.
ou Tupac, Biggie. Deux artistes qui se détestent tellement qu'ils sont prêts à sortir des morceaux, à parler mal dans des interviews. Et donc à partir de là, l'image festive, positive d'Atlanta commence un petit peu à se détériorer. Et à partir de 2005 jusqu'à aujourd'hui, on était dans un bif entre ces deux artistes. L'offre de Young Jeezy va finalement trouver preneur. En effet, des gens vont tenter d'agresser le Trap God. Un soir, alors que Gucci Mane s'apprête à passer la soirée avec une copine qu'il avait invitée chez lui, celui-ci se retrouve dans un guet-apens quand il arrive chez cette femme. Il y en avait deux d'après ce que j'ai compris, une qui savait pas, une qui savait. Bref, il a été dans un guet-apens, il se retrouve chez la fille en question. 5 hommes l'attendent. 5. Ils sont armés et ils sont prêts à prendre la chaîne de Gucci. Parmi eux, Pookie Loc, un proche de Jeezy, rappeur signé dans son label. Donc clairement, lorsque Jeezy voit Pookie Loc, il se dit « Ok, je sais ce qui se passe ». Donc très vite, les choses tournent mal. La fille qui accompagne Gucci Mane se prend un coup de crosse. Gucci Mane perd son calme, il prend un gun à proximité ou qu'il avait sur lui, on ne sait pas exactement, et il tire sur les assaillants. L'un d'eux est grièvement blessé, c'est Pookie Loc, le proche de Jeezy. Et les autres prennent la fuite. Quelques temps plus tard, Pookie Loc succombera à ses blessures et son corps sera retrouvé 3 jours plus tard derrière une école primaire. Très sombre. Cet incident va donner lieu à une enquête et à un mandat d'arrêt à l'encontre de Gucci Mane pour meurtre. Il se rendra de lui-même à la police. Donc Gucci Mane ira en prison avant le jugement. Il paye une caution de $100 000 pour être libéré avant, donc il passera très peu de temps derrière les barreaux pour ça. Should be celebrating the release of his album and the success of his single Icy. He's had to defend his life last week and now he has to defend his freedom. Him and a girl in there, and 5 guys came in there to hurt him. So basically, lors d'une interview téléphonique pendant qu'il était derrière les barreaux, il dit « Je veux que tout le monde sache que je ne suis pas un assassin. J'étais en colère, j'avais un peu peur, j'ai dû faire ce que j'avais à faire. Tu dois faire face à tout ça comme un homme. Je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai des remords concernant tout ce qui s'est passé. Je suis désolé pour la personne qui est morte. Pour tous mes fans que j'ai déçus, je veux qu'ils restent positifs. Je veux juste qu'ils sachent que je ne suis pas une personne violente. Tout ce que j'ai essayé de faire était positif. » Donc bien sûr, Gucci Mane a désigné Young Jeezy comme étant la personne qui était derrière tout ça. Mais de son côté, Young Jeezy a bien sûr nié. Il a dit que Gucci Mane essaie de tourner cette situation négative en quelque chose de positif pour lui. En gros, Gucci essaierait de vendre des CD grâce à cette histoire. What's going on with you and Jeezy? I don't fuck with a nigga, he a pussy. Nigga tried to get my song on his album, and after he couldn't do it, you know what I mean? Just bitch came out of it. So what he start doing exactly? You know, just making diss records. Going on the radio saying little shit. Man, you know, we ain't never had no relationship, man. Dude's a fuckboy, man. You know what I'm saying? I really don't like to be compared to that nigga, man, cause like, I'm like a VHS, homie. You can rewind me back. Everybody in the city know me, dog. Donc en janvier 2006, Gucci Mane est innocenté du meurtre de Pookie Loc parce que c'était de la légitime défense. Après qu'il soit sorti de prison, tout ça ne s'est pas arrêté. Le 11 octobre 2006, donc près de 1 an après que tout ça se soit passé, Gucci Mane revient avec une diss track, 745. Left big cat, then a sign back breezy. Word on the street that I don't like Jeezy. Et à la fin, il diss même Jay-Z. Enfin, le mec qui s'en battait les reins à l'époque. Gucci Mane ne répondra pas donc à ce diss track parce qu'à ce moment-là, Gucci Mane était tellement en train de prospérer, ses albums fonctionnaient vraiment bien, donc il commençait à considérer que Gucci Mane n'était pas au même niveau. Ok, c'est vrai que dans cette période-là, en termes de vente et en termes de popularité, c'était pas la même chose. Non, clairement, il était sur le toit du monde. Let's Get It, Thug Motivation 101, donc l'album dont je t'ai parlé un peu plus tôt, a été numéro 1, il a été 2 fois disque de platine. L'année suivante, il sort son 2e album, The Inspiration. Donc il est toujours dans le grandiose, The Inspiration. Et le 3e album, ça va être The Recession. Donc tu vois, il est toujours dans des trucs symboliquement qui sont censés te porter, quoi, tu vois. Et donc pendant que Young Jeezy était en train de conquérir le monde, Gucci Mane, lui, était en train de conquérir Atlanta. Qui demain, Atlanta, va conquérir le monde, ok? Après avoir sorti Trap House, le rappeur va enchaîner les projets et commencer à avoir une vraie assise sur la ville. Alors ok, c'est toujours pas la popularité à l'échelle des États-Unis, mais déjà pour un artiste indépendant, avoir la popularité qu'il avait à l'époque, c'était déjà excellent. En 2008, DJ Drama sortira une mixtape Gangsta Grills avec Gucci Mane. Comme je te l'expliquais en début de vidéo, lorsque tu fais une mixtape avec DJ Drama, ça veut dire que ta carrière est prête à décoller, à passer un stade. D'ailleurs, au passage, DJ Drama, c'est le gars qui a signé Lil Uzi Vert aujourd'hui. Et donc le fait que DJ Drama travaille avec Gucci Mane, ça n'a pas du tout plu à Young Jeezy. Et donc les deux se sont bagarrés. Et donc à partir de 2008-2009 jusqu'à à peu près 2013,
Il y aura des périodes où le beef sera quasi inexistant entre les deux. Même des fois, on va penser qu'ils se sont réconciliés, notamment en 2009, lorsque Young Jeezy va sortir la mixtape Trap or Die 2, lorsqu'il se sera lui-même réconcilié avec DJ Drama. Et dans un morceau de l'album, dans le morceau justement éponyme Trap or Die 2, Gucci Mane est en featuring. Donc les gens dans cette période-là pensaient que le problème était réglé. Pour la promotion d'ailleurs de ce projet, Jeezy a été invité dans l'émission de radio de DJ Drama et Gucci Mane, qui était incarcéré à ce moment-là, a passé un coup de fil depuis la prison pour confirmer que le beef était bel et bien terminé. Et ça, on est en 2009. Donc on pensait que c'était plus ou moins terminé. Il y a aussi d'autres moments où Gucci et Jeezy se sont rencontrés pour discuter et c'était presque terminé. The three of us could sit in a room and walk out and say, man, that shit dead. Well, to be honest, to keep it all the way solid, like me and brother sat down and had a real conversation in a sushi joint. You know what I'm saying? We sat down and- Jeezy and Gucci in a sushi motherfucking restaurant just having a conversation. real conversation. How did that go? Like what? It was close. It was close. Donc des moments où ça va se calmer, comme je l'ai dit avec ce morceau qui a été enregistré pour la mixtape de Jeezy, et d'autres moments où ça va se réveiller. Par exemple, en 2010, Waka Flocka et Slick Pula vont se croiser et ça va être la bagarre générale. Gucci Mane et Young Jeezy ne seront pas là, mais le fait que leurs deux camps se sont bagarrés fait que l'embrouille est de nouveau on, comme on dit. En 2013, Gucci Mane est invité au Breakfast Club, qui est une émission de radio hyper connue aux États-Unis. Et dans ce show, il dit qu'il a été à l'anniversaire de T.I. et de Young Jeezy. Mais dans la même interview, il explique qu'il a zéro respect pour Young Jeezy. You think you and Jeezy could ever be friends? Never. I remember Drama tried to bring y'all together one time, and it seemed like y'all was gonna start making records together. And It wouldn't have been real. That's for TV. It wouldn't have been real. Now you guys respectfully ignore each other. I don't got no respect for him. I just, you know what I'm saying? Ignore. I did what I had to do. Mais globalement, entre 2012 et 2013, moi, c'est les années où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à Gucci, le Trap God part complètement en sucette. Il se met à clasher tout le monde. C'est clairement une époque où Gucci Mane est en train de péter sérieusement un câble. Il devient un peu fou, ok? Il va sur Twitter, il clash la terre entière. Ça parle de Nicki Minaj, de Waka, avec qui il s'était embrouillé, Drake, Eminem, Coach K, donc son ancien manager, qui était aussi le manager de Young Jeezy, 2 Chainz, Keshi Aquar, même sa femme d'aujourd'hui, il a clashé à cette époque-là. Et j'en passe, il a clashé tout le monde. Il y avait même un truc qui m'avait énervé à l'époque, c'est qu'il avait clashé Nas. Et à cette époque-là, j'étais hyper sensible lorsqu'on parlait de Nas, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il avait clashé dans une vidéo un peu random, en fait. So I come here dressed like a white boy, yeah. Now it's fucked up right now. Yeah. You got the white one, I'm getting the black one. Now I got one. Putain, mais le mec, il était trop chelou. On dirait le Papa Noël du bendo, tu vois. Le mec, il débarque dans les bendos avec son gros ventre pour donner des cadeaux aux dealers, tu vois. En gros, une brique. Allez, tiens, c'est ton cadeau, joyeux Noël, va me vendre une brique. Et de son côté, Young Jeezy a répondu dans une autre interview chez Big Boy Neighborhood en disant que Gucci Mane était un attardé. Et il y a un moment qui a marqué tout le monde, c'est lorsque Gucci Mane s'est réveillé à un moment donné, toujours entre 2012 et 2013, et qu'il a sorti ce diss track qui a traumatisé tout le hip-hop. C'est l'un des clashs les plus irrespectueux de tous les temps. Le morceau s'appelle The Truth. Go dig your partner up, nigga, bet he can't say shit. And if you're looking for the kid, I'll be in zone 6. Et il parle aussi de Pookie Lock, le gars qui l'a tué. Et donc clairement, Young Jeezy ne va pas répondre à tout ça parce que Young Jeezy, dans les années 2010, musicalement parlant, ça s'est un peu calmé à partir de 2013. Ok, il a arrêté d'être très actif, il allait sur autre chose. Donc, musicalement parlant, il était plus si actif et puis il était même dans un autre délire. C'est-à-dire qu'il était plus dans un délire de clash comme il pouvait l'être au début de sa carrière où il était vraiment dans la confrontation. Il était devenu quelqu'un de beaucoup plus posé. L'évolution de Young Jeezy était beaucoup plus diffuse. Si tu le suis depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, tu vois que d'album en album, il commence à traiter des sujets différents, la politique, la condition des Noirs aux États-Unis. Il est beaucoup plus conscient de nature que Gucci Mane. Ce qui explique aussi pourquoi peut-être Young Jeezy est devenu de moins en moins populaire par rapport à Gucci. Et donc en 2013, Gucci Mane rentre en prison. Il sort en 2016. Il a la transformation que l'on connaît. Les choses se sont calmées, même s'il y a toujours un petit peu une rivalité qui est là. L'embrouille ne s'est pas complètement réglée. Et donc c'est à ce moment-là en fait qu'on se retrouve avec ce versus. Donc c'est-à-dire que les deux ne sont pas potes, mais les mecs se retrouvent à s'affronter dans la compétition que Swizz Beatz et Timbaland ont créée.
Alors moi je vais te dire, j'aime bien les versus, j'en regarde de temps en temps, mais c'est assez rare que je veille le soir pour assister à un versus en live parce que je suis fatigué, je travaille beaucoup dans la journée et j'ai pas le temps de faire ça. Mais pour ce versus, j'étais obligé de rester le soir pour regarder tout ça. Et sincèrement, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui arrive à prendre de la hauteur. Young Jeezy a clairement gagné le versus. Alors moi quand je regardais le versus personnellement, je connaissais tous les hits des deux, mais surtout les hits de Young Jeezy et je me suis vraiment rendu compte que les hits de Jeezy entre 2005 et 2010, 2011 même je dirais, il a vraiment fait des très gros hits qui ont tourné partout. Et c'est pour ça que même quand je suis allé un peu sur Twitter, je suis allé voir les gros médias pour avoir un petit peu la température et voir si les gens ont ressenti la même chose. Je voyais que les grosses personnalités ou même les gens qui ont suivi le truc en live et qui étaient honnêtes avec eux-mêmes ont bien vu que Young Jeezy a fait une meilleure performance simplement parce que les morceaux de Young Jeezy, personnellement, c'est ce que je trouve, c'est des morceaux beaucoup plus conquérants, beaucoup plus faits pour ce genre de compétition-là. Donc ce qui fait que lorsque tu passes des morceaux comme ça, ça fonctionne déjà un peu plus. Gucci Mane, bien sûr, c'est des gros hits qui ont bien marché dans la rue, mais Gucci Mane, en fait, les morceaux sont beaucoup plus lay-back et je trouve que la sélection qu'il a faite n'était pas très stratégique. Il était trop aveuglé par ces morceaux clash qu'il voulait jouer. Tandis que Young Jeezy, il a fait que des hits et on s'est vraiment rendu compte que wow, Jeezy avait beaucoup de hits et tous ces morceaux-là, c'est des morceaux qui passaient dans les radios, qui passaient dans les clubs et à la télé aussi. Si tu avais les bonnes chaînes, tu avais ces morceaux qui passaient à la télé. Et en fait, Gucci, de son côté, à cette époque-là, déjà, il avait beaucoup moins de hits. Et surtout, lui rayonne beaucoup plus dans la période des années 2010. Il a beaucoup plus de hits dans cette période-là. Je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord, mais bon, moi, c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que pas mal de gens ont ressenti aussi. Mais pour être juste, à Atlanta, Gucci Mane a gagné d'emblée. Avant même que le versus commence, tout le monde était de son côté. C'est les échos que j'ai eus et c'est ce que j'ai vu sur Internet. Mais à l'échelle nationale et internationale, les gens ont plutôt dit que c'était Young Jeezy qui a gagné. Alors j'ai regardé un petit peu ce que mon audience disait, les Français, etc. Et moi, dans mon audience, bien sûr, j'ai beaucoup plus de fans de Gucci Mane. Et beaucoup de gens étaient en train de dire « Ouais, il a voulu l'humilier devant tout le monde, etc. » Alors déjà, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que les versus, c'est pas fait pour humilier l'autre. C'est pas un battle, c'est pas un clash en fait. Un versus, en fait, c'est un affrontement de hits. Et il faut être stratégique, c'est-à-dire que tu mets tes meilleurs morceaux à la fin, tu mets tes gros hits au début, mais au milieu, tu fais en sorte de mettre des morceaux qui ont bien marché, mais en mode middle. Bref, il faut être stratégique. C'est pas une idée de mettre tous tes clashs. Oh, j'ai mis des clashs, parce que Young Jeezy n'a joué aucun clash. Il a joué que ses hits. Et encore, Young Jeezy n'a pas joué tous les hits qu'il a fait en featuring avec les artistes de l'époque parce que les sons qu'il a fait avec Jay-Z, avec tous les artistes populaires d'avant, ça aurait été encore plus simple pour lui de remporter ça. Mais il a joué que ses hits à lui et surtout ce qu'il a fait d'intéressant, c'est que avant de jouer les hits, il a fait de belles intros. Et moi, je considère que de faire de belles intros avant de jouer un morceau, raconter une anecdote, te remettre dans le contexte de l'époque et ensuite jouer le morceau et surtout, si tu connais le morceau, ça marche. And when I walked into this club in 03, and it was packed from wall to wall, and all the hustlers and all the dealers and all the go-getters was in here singing my shit from top to bottom, left to right for 3-4 hours with DJ Drama's drops on them, and that shit went a little something like this. Grown man shit. Et aussi, il y a un moment donné où Gucci Mane montre un aveu de faiblesse. Il dit clairement à Young Jeezy, parce qu'il voit la réaction des gens sûrement dans la salle, parce qu'à un moment donné, les gens se sont mis à chanter les paroles de Young Jeezy, et il dit « Oh, tu vas continuer à jouer tes morceaux de 2005 là ?» Et Young Jeezy a dit « Ouais, je vais continuer à les jouer. » Le fait que toi, tu commences à dire « Ah, tu vas continuer à jouer ces morceaux de l'époque là ?» Ça montre déjà qu'il y a une forme de faiblesse. Concentre-toi sur ta playlist. Donc là, je dis encore une fois, là, je parle pas en mode fan de Young Jeezy, là, je parle vraiment avec de la hauteur en regardant les deux. Les fans de Gucci Mane, les gars, posez-vous 2 secondes, regardez le truc, regardez les avis, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et puis d'ailleurs, c'est une super occasion pour les fans de trap, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de trap qui ont commencé dans les années 2010 là, qui peuvent retourner dans les années 2000 et écouter les projets de Young Jeezy pour se rendre compte de l'influence du rappeur. Parce qu'il y a pas mal de petits qui sont venus me voir sur Twitter pour me dire « Tiens, j'ai écouté ces morceaux de Young Jeezy, etc. Ça ressemble à du Chief Keef. » Moi, j'étais même étonné de l'entendre. Mais c'est vrai que le sound a influencé directement la drill de Chicago, parce que la drill de Chicago, c'est une scène très inspirée de Gucci, très inspirée de la trap. Mais bref, on va pas s'étendre là-dessus. Allez réécouter les anciens projets de Young Jeezy, vous allez voir qu'ils ont extrêmement bien vieilli. Et en fait, dans cette compétition, il y avait 2 visions complètement différentes de l'affrontement. D'un côté, tu avais Gucci Mane qui était dans l'idée de mettre des morceaux pour humilier, entre guillemets, Young Jeezy, jouer des clashs devant lui. D'ailleurs, il a joué The Truth, comme ça, sans pitié.
I know it's hard for you to sleep knowing when you kill your homeboy. You left your son to be a bastard, won't even raise your homeboy. Send some more, I'ma send them the same way. In a box back to you. Donc le but c'était de le confronter d'une certaine manière, et de l'autre côté t'avais Young Jeezy qui s'est mis au-dessus de la mêlée, et c'est ça qui a fait que les gens aussi ont préféré l'approche de Young Jeezy. Young Jeezy a vraiment célébré sa musique. Juste après que Young Jeezy lui ait joué The Truth, il s'est comporté comme un grand prince. All these kids out here doing what the fuck they do because they saw what went on with us, dog. So this shit ain't about me, this shit ain't about you. You feel what I'm saying? This shit by King Von. This shit by Dope B. This shit by Nipsey Hussle. This shit by motherfucking Pop Smoke, M3. And I'm real enough to do that, nigga, because one thing about it, 2 things for sure, 3 things for certain, nigga. I'm the realest nigga in it, you already know. Got trap of the year 4 times. Sincèrement, quand il a fait ça, il m'a mis une claque. Le morceau qu'il a joué, c'est Get Your Mind Right. C'était un morceau qui était ultra populaire à l'époque. C'est l'un des morceaux qui m'a le plus fait kiffer la trappe. Franchement, il a très bien joué ses cartes. À chaque fois que Gucci Mane arrivait avec quelque chose d'agressif, avec de la haine, de son côté, Young Jeezy jouait le Martin Luther King d'une certaine manière. Et en fait, les gens avaient besoin de ça dans cette époque. Il a cité King Von, il a cité tous les rappeurs qui se sont fait tuer, et lui, il est en train de lui expliquer que on a influencé le truc, on a créé ce truc que tous les petits aujourd'hui sont en train de profiter. On s'est détesté pendant 15 ans, et on est toujours là, on doit montrer l'exemple. Et ça, les gens avaient besoin de l'entendre. Ça va un parfum Black Lives Matter. Et surtout, à la fin, Young Jeezy lui dit « Hey, est-ce qu'on le joue une dernière fois ?» Et ils ont joué et chanté ensemble « So Icy », le morceau pour lequel ils se sont embrouillés pendant tant d'années. Ça, c'est un truc de ouf. We could do this shit right here, my nigga, leave this shit where it's at. We could do this motherfucker one last time and be done with it, my nigga. Alors les gens se posent la question, est-ce que ça a été réglé ou pas? Alors déjà, une chose qu'il faut dire, c'est que c'était beau à voir. 2 artistes qui se détestent, même une personne qui est morte dans cette histoire, mais aujourd'hui, ça montre que les gens peuvent se réconcilier. Alors, est-ce qu'ils se sont vraiment réconciliés? Je ne sais pas si c'est le grand amour, mais en tout cas, le fait qu'ils aient accepté de se voir en face à face, de s'écouter, même s'il y a eu des moments où ça s'est un petit peu frité, et surtout le fait que Gucci Mane ait accepté de chanter avec le sourire aux lèvres le morceau So Icy, ça montre que les choses sont apaisées. C'est pas le grand amour encore une fois, mais les choses sont apaisées à mon avis. Et j'ai hâte de voir les prochaines interviews de Gucci Mane, parce que je suis certain qu'il dira que ouais, bon, ça s'est passé, etc. Les choses vont mieux, j'ai évolué. Comme il a réussi à évoluer déjà, je pense que ça va l'aider à passer un cap. Donc voilà ce que j'ai pensé de ce versus. Encore une fois, pour les fans de Gucci Mane a une influence qui est incroyable, ok? Toute la nouvelle scène est derrière Gucci Mane. Moi, j'ai été à Atlanta, j'ai entendu de la bouche des gens dire que Gucci Mane, c'était patron là-bas. Donc le but, c'est pas de remettre en question ça, en termes d'influence, en termes de tout ça. C'est juste de constater qui a gagné, et surtout, vous, de retourner écouter Young Jeezy, ok? Parce que Young Jeezy, si vous aimez la trappe et vous connaissez pas Young Jeezy, c'est que vous connaissez pas vraiment la trappe. Je suis pas le genre de puriste à faire le relou, parce que faire le puriste pour moi, surtout pour de la trappe ou de la drill, ça n'a pas de sens. Je le dis en passant. Mais sincèrement, si vous aimez le son, on va plutôt le dire comme ça. Si vous aimez le son, il faut que vous retourniez écouter les anciens projets de Young Jeezy. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo. N'oublie pas de me donner ton avis dans les commentaires. Like, commente, partage cette vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas le Black Friday sur Iconic Market. Moins 50% sur toute la boutique avec le code promo Major Black Friday. Tout est en description. Et sinon, moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!